Merci pour l'invitation. Je suis heureux de participer à cette conférence. Je parlerai des transferts de tendons pour les paralysies nerveuses du membre supérieur. Voici ce que j'ai dit. Nous faisons usage des tendons pour rétablir des fonctions cruciales dans le membre supérieur lorsqu'elles sont compromises par différents facteurs. Le thème sur lequel je vais me pencher aujourd'hui concerne les lésions nerveuses irréparables. Cependant, il est possible d'utiliser ce type de tendon pour rétablir les fonctions essentielles du membre supérieur. Le programme peut être un modèle pour presque toutes les autres causes de perte musculaire. Les objectifs sont de restaurer la préhension, le relâchement, l'extension du poignet et l'opposition du pouce. Les indications sont quand la lésion nerveuse est irréversible ou quand il y a une lésion partielle avec peu de potentiel de récupération. Il y a des alternatives au transfert de tendons comme l'attelle en position fonctionnelle, la rééducation d'autres muscles. AO pour remplacer les fonctions perdues par la paralysie nerveuse. Et le transfert microvasculaire ou microchirurgical de nerfs. Voici les principes des transferts de tendons. Il est important de choisir un muscle suffisamment fort. En effet, en général, un muscle ou un tendon perd un moteur, degré de force, au cours du processus de réacheminement et de transfert. Il est important qu'il ait une excursion suffisante, c'est-à-dire que la longueur sur laquelle le tendon agit doit être comparable à la longueur sur laquelle le tendon cible agit. Le plus utile est alors, cela peut être une action synergique, c'est-à-dire que si on prend un tendon et qu'on le change en fonction opposée, c'est difficile à réentraîner et déroutant. Il est utile que le préposé puisse avoir une ligne de traction directe. Il est important qu'il soit sacrifié pour un nouvel objectif plus grand, c'est-à-dire un donneur non essentiel. Souvent, il est utile qu'une seule fonction soit réalisée par transfert. C'est une règle que nous enfreignons parfois. Je vais vous montrer des exemples. Quand le faisons-nous? Quand nous sommes certains que le nerf ne reviendra pas seul. L'évaluation préopératoire est cruciale. Pour garantir, nous identifions précisément les nerfs endommagés et l'état des muscles. L'articulaire cible doit avoir une amplitude de mouvement passive complète ou presque complète avant le transfert. En effet, si l'endon semble ne pas bouger ou si l'articulation semble ne pas bouger, c'est tout simplement parce que l'articulation est gelée. Nous identifions alors les donneurs appropriés. Et nous attendons le moment opportun pour le transfert. Voici des infos sur la technique. Il est fiable de prélever une longueur suffisante. En général, nous prélevons le tendon du donneur le plus loin possible dans la partie distale, puis nous le coaptons au maximum dans la partie proximale de la cible. Cela offre la plus grande marge possible pour le chevauchement. Il y a plusieurs méthodes pour coapter un tendon à un autre. Une bonne méthode est le tissage Pulvertaft, et je vais vous en parler. Il est crucial que la tension soit adéquate. Une méthode efficace est le test de Tenodez, c'est-à-dire que si, avec une tension au repos, et le patient endormi ou anesthésié, le mouvement articulaire entraîne l'action désirée, alors la tension est correcte. Soit cette tension soit légèrement plus forte, car on doit anticiper que le torsor s'étirera un peu après l'opération. C'est juste un diagramme d'un tissage Pulvertaft. L'idée est que la substance d'un tendon est tissée à travers et talon d'une manière entrecroisée, avec un passage à travers l'autre, puis des sutures pour sécuriser chaque passage. Dans cet exemple,
4 étapes sont illustrées. 3 suffisent souvent. Voici un exemple clinique récent d'un transfert de tendon que j'ai réalisé. L'encart avec un motif de pulvertaft montre comment un tendon traverse l'autre. Et, à chaque passage, le tendon est suturé. Cet exemple clinique illustre un transfert de l'extenseur indicis proprius pour l'extenseur pollicis longus suite à une rupture mécanique. Après, une fracture du radius distal traitée sans chirurgie. C'est une autre bonne indication pour le transfert de tendon. Je vais maintenant parler des 3 principales paralysies nerveuses isolées et des transferts de tendons couramment utilisés pour chacune. La première et la plus courante est la paralysie du nerf radial, souvent touché car ce nerf, mécaniquement vulnérable, est sensible aux irritations ou lésions. Il est donc fréquemment paralysé. La fonction perdue est l'extension du poignet, des doigts et du pouce. Il y a 3 transferts qui sont très fiables et qui sont décrits pour reproduire ces fonctions. Par exemple, le pronator teres peut être transféré à l'ECRB pour permettre l'extension du poignet. Ou bien, le FCR ou le FCU, c'est-à-dire le fléchisseur radial ou ulnaire, du poignet peut être transféré à tous les tendons de Brough, l'extensor digitorum communis pour obtenir l'extension du doigt. C'est l'une des exceptions que j'avais promises plus tôt, où un seul tendon est utilisé pour réaliser plusieurs fonctions. Dans ce cas, un seul fléchisseur du poignet, parce qu'il est très puissant, peut étendre tous les doigts à la fois. Ensuite, le palmaris longus peut être transféré à l'extensor pollicis longus pour l'extension et la rétropulsion du pouce. C'est un vidéo clinique montrant une personne souffrant d'une paralysie du nerf radial. Paralysie partielle du nerf radial, pour illustrer. Ce patient a une faible fonction du poignet, sans extension des doigts et incapable de faire une légère rétropulsion. Voici des schémas montrant les transferts que j'ai décrits. Pronator teres pour l'extension du poignet. Flexor carpi radialis vers les extenseurs des doigts. Et palmaris longus, enroulé autour de, pour assurer la fonction d'extenseur pollicis longus. Je parlerai ensuite de la paralysie du nerf médian. Les pertes ici sont l'opposition du pouce, la pronation, la déviation radiale du poignet, et les transferts les plus courants consistant à prendre un seul fléchisseur du doigt, alimenté par un autre nerf. Ici, le nerf cubital et le diriger vers l'abductor pollicis brevis pour l'opposition du pouce, ou l'extensor indicis pollicis innervé par le nerf radial, dans le pollicis de l'adversaire. C'est ça. Ce diagramme n'est en fait pas un de ces transferts. Il montre l'omaris longus, qui est aussi communément innervé par le médian, à l'abducteur pollicis brevis. Mais je l'inclus parce que c'est un très bon diagramme de la façon de créer une poulie pour créer une opposition, un pouce opposé, force d'opposition, pour que le pouce traverse la ligne médiane de la main. C'est une excellente image de cette poulie. Voici une hausse montrant comment le IP peut s'enrouler autour de la main, puis devenir une poulie sur le pisiforme pour créer une opposition du pouce. Ensuite, la paralysie du nerf cubital. Il s'agit de restaurer la fonction intrinsèque pour le key pinch ou corriger une déformation en griffe.
Les transferts courants incluent les FDS de l'anneau vers les bandes latérales, comme pour un lasso de Zancoli, ou un extenseur du poignet, pour tourner, en adducteur du pouce pour le pincement clé, une fonction essentielle de la main. Cette vidéo a pour objectif de montrer. C'est pour cela que nous mettons en avant la fonction intrinsèque de la main. De cette façon, les muscles intrinsèques de la main, innervés par le nerf cubital, permettent de bien coordonner la flexion des articulations MP avec l'extension des articulations IP. Je vais tenter de le montrer afin que vous puissiez bien voir. Voici donc les articulations MP en extension. Les articulations IP se plient. Les MP sont fléchies et les IP étendues simultanément. Cette position est possible grâce aux muscles intrinsèques de la main innervés par le cubitus. Dans une situation où l'on a une main en griffe cubitale, telle que celle-ci, la seule manière de fermer la main consiste à tirer d'abord sur la partie distale vers la partie proximale, en utilisant les fléchisseurs profonds suivis des fléchisseurs superficiels de la main. Cela ne permet malheureusement qu'une prise très limitée, et il devient impossible de saisir un objet qui est vraiment plus grand qu'un objet minuscule. Cette vidéo illustre la frustration d'un patient vivant ainsi. Elle souffre d'une paralysie du nerf ulnaire et tente de saisir cette bouteille légère et glissante sans pouvoir l'attraper. La main se contente de verser le flacon sans cesse. Elle a subi un lasso de Zancoli, avec un bon résultat. Désolé, je n'ai pas de vidéo du résultat. Voici à quoi ressemble la procédure. Un muscle fléchisseur externe de la main, avec l'eau, et le transformant fléchisseur de l'articulation MP. Il n'y a donc pas de fléchisseurs extrinsèques des articulations MP. Elles sont fléchies indirectement par l'action des intrinsèques. Si les intrinsèques ne fonctionnent pas, il n'est pas possible d'englober un grand objet. Cela rééquilibre la main et permet une flexion coordonnée de la MP tout en étendant les articulations IP. Parfois, plusieurs nerfs sont palsiés en même temps, nécessitant divers transferts. Transferts multiples ou par étapes. En général, nous cherchons à stabiliser le risque. Nous veillons à ce que le pin puisse étendre les doigts pour saisir et que le contrôle de la motricité fine arrive en dernier. Les objectifs de la rééducation post-opératoire sont d'abord de permettre au transfert de tendons de guérir mécaniquement et ensuite d'entraîner progressivement le patient à utiliser le tendon transféré de la manière prévue. Cela implique généralement un cours prolongé et supervisé de biofeedback et de rééducation motrice. En général, nous espérons de bons résultats. Selon la motivation du patient et la qualité de la thérapie. Les pièges incluent la surtension des transferts, le choix de donneurs inadaptés, soit parce qu'ils manquent de puissance, soit parce qu'ils sont endommagés, ou des problèmes mécaniques, comme les adhérences, formées dans les tendons transférés. En résumé, les transferts de tendons sont une méthode fiable, assez reproductible pour restaurer la fonction d'une main paralysée. Cela repose sur de bons choix, une bonne technique et une approche multidisciplinaire, incluant le chirurgien, le thérapeute et le patient. Je vous remercie de votre attention.